Aujourd'hui, je vous propose, dans un pixel près, de se retrouver avec ManiaFX pour justement parler de responsabilité. On avait évoqué le sujet dans l'épisode où justement on parlait des productions de ManiaFX, où on est à la fois sur de l'animation 3D, du temps réel vis-à-vis des cinématiques de jeux vidéo et du motion design. Et bien là, on va avoir réellement une partie sur l'organisation du travail, ce qui peut paraître un petit peu particulier dans une émission qui va plutôt parler de création ludique et des personnes qui font ces créations-là. Et en même temps, l'organisation du travail, elle est primordiale puisque dès que vous commencez à toucher à la gestion de projet, dès que vous commencez à toucher même au game design et au projet de jeux vidéo, ben en fait, vous êtes obligé de parler d'organisation du travail, d'autant plus que les industries de l'image animée ont été très connues pour avoir à un moment donné l'expression de crunch, qui n'est pas propre à ces industries-là, mais qui se retrouve assez fréquemment utilisée. Le crunch, c'est le fait de travailler sur des périodes, alors censées être courtes, mais vous allez vite comprendre que ça c'est très variable. On est sur des périodes de travail très intenses où à un moment donné on avait notamment le corps médical qui associait les effets du crunch au syndrome post-traumatique des vétérans de guerre. C'est-à-dire qu'on avait des récits de plus en plus, notamment vers les années 2010-2020, de personnes qui parlaient sur les réseaux sociaux de moments d'égarement en fait, où on avait un game designer d'une entreprise qui juste se mettait à pleurer en plein magasin parce qu'il ne trouvait plus le papier toilette. Voilà, on en était à ces extrémités-là. Pourquoi est-ce qu'on était à ces extrémités-là ? Parce qu'en réalité, le projet, il va pas être en flux tendu. Il va en réalité avoir des temps extrêmement forts. Les moments de fin de projet sont des moments qui sont d'une intensité assez importante, où si vous avez une date de sortie, les niveaux de jeu, par exemple, qui n'ont pas suffisamment de détails, ou dont les mécaniques sont pas exactement mises au point, qui sont avec trop de bugs, ou qui n'ont pas encore les éléments 3D, par exemple, nécessaires pour qu'ils soient jouables, en fait, on va pas simplement supprimer les éléments 3D, on va supprimer le niveau entier. Et donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé, qu'on voit assez régulièrement. Par défaut de budget, déjà, dans un premier temps, eh bien, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver dans le jeu final, des super idées, des super niveaux, etc. Mais on a aussi le fait qu'à un moment donné, quand on a une date de sortie, eh bien, ce qui est terminé à 90% n'est en réalité pas terminé. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser du côté public, où justement il y a la critique de jeux pas finis quand ils sortent, où ils sont tout buggés, etc. Et c'est d'ailleurs une problématique qu'on pourra aborder dans l'émission sur un autre épisode. Et bien là, en fait, on se retrouve avec, dans l'idée du crunch, le fait de passer ses soirées, de passer ses week-ends, ses jours fériés, etc. À travailler sur des niveaux qui potentiellement, en fait, ne terminent pas dans le jeu final. Parce que malgré le travail, malgré l'investissement, etc., on est sur 90% et pas sur 100% de complétude, et donc le niveau n'existera pas dans le jeu final. Peut-être existera-t-il dans une version téléchargeable, les fameux DLC au contenu la plupart du temps payant. Donc en fait, ça c'est une grosse problématique qui a touché l'industrie, notamment aussi de l'animation, du cinéma. On se rappellera notamment d'une anecdote vis-à-vis des effets spéciaux de Thor, il me semble que c'était Thor 2, qui le matin de la première du film n'avait pas encore ses effets spéciaux finis de rendu. Donc en fait on est encore avec les machines qui sont en train de calculer les fermes de rendu qui tournent à plein régime pour que lors de la première en fait les effets spéciaux soient terminés. Donc ça on l'avait eu d'une anecdote justement d'une personne qui avait travaillé à Framestore, qui s'occupe justement des effets spéciaux. Donc en plus, c'était pas le on dit de quelqu'un c'est là pour le coup, c'était quelqu'un qui travaillait vraiment sur ces projets-là.
Et des anecdotes comme ça, toutes les personnes qui travaillent dans l'animation et dans le jeu vidéo vont pouvoir vous en donner. Là, il y a qu'à demander, hein, vous en avez plein. Les seuls qu'on vous donnera pas, c'est les seuls qui sont sous accord de non-divulgation, évidemment. Et donc, là-dessus, il y a eu à un moment donné un besoin en fait de se recentrer, un besoin d'améliorer les conditions de travail. Et c'est pour ça que ManyFX va nous proposer dans un instant un témoignage qui est extrêmement intéressant, précisément parce que ils ont adopté justement la responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire le RSE, un engagement qui a été dans un premier temps évoqué côté États-Unis dans les années 50 et il leur a fallu évidemment comme d'habitude attendre plusieurs décennies pour avoir déjà une norme qui existe, c'est la norme ISO 26000, mais aussi le fait que la responsabilité RSE, elle correspond à un cadre légal que vous pouvez retrouver sur economy.gouv.fr, puisque là on n'est pas que sur l'animation, même les industries culturelles et créatives, on est sur tout type d'entreprise. Et chaque entreprise peut adopter justement une conduite qui n'a pas seulement vocation à coller un joli sigle de plus, mais qui a réellement vocation à transformer en fait la façon non seulement dont on peut organiser le travail, mais aussi dont on établit la relation en fait avec les employés. Cette logique-là, elle peut correspondre à des problématiques que justement des jeunes générations rencontrent et elles peuvent s'imposer comme des solutions potentielles. Alors, comme on va le voir avec Simon, tout n'est pas tout rose, hein. Il y a différentes choses à adopter et effectivement selon votre économie, selon votre activité, si vous avez une entreprise, il y a des choses que vous ne pourrez pas appliquer tout simplement, mais par contre effectivement, c'est intéressant d'avoir un retour d'expérience justement parce que vis-à-vis de la logique du crunch qui a été la norme pendant des décennies sur les industries de l'image animée, et bien en fait là maintenant on se retrouve avec certaines entreprises qui ont envie de l'inverse, elles ont envie de garder leurs salariés, elles ont envie de conserver leur culture d'entreprise et leur savoir-faire, et donc ça demande à la fois un effort de formation, ça demande des investissements puisque à un moment donné ça veut dire que l'investissement que vous ne mettez pas en recrutement, en fait, vous allez devoir le mettre sur cette force vive que vous conservez et que justement vous alimentez. Le but étant de pouvoir justement consolider des positions sur des marchés qui sont pas forcément si évidents que ça. Et enfin, justement, c'est là où vous avez la possibilité aussi de trouver des nouvelles possibilités de marché, des nouveaux partenariats, au cas où vous avez notamment le Centre des jeunes dirigeants qui ont dans Ressources et Savoirs un volet RSE, si jamais le sujet vous intéresse. Et effectivement, vous pouvez aussi vous rapprocher d'entreprises qui pratiquent déjà, puisque la plupart du temps, ces entreprises vont être assez transparentes vis-à-vis à la fois du positif et du négatif. Bref, ce sera la possibilité d'avoir un aperçu comme là avec Simon. Ouais, bien sûr. Depuis quasiment la création de l'entreprise, on a tout de suite pris le parti de faire des belles images, oui, on essaye en tout cas au mieux, mais surtout d'essayer de venir le plus possible au travail avec le smile et que le travail ne revienne pas trop à la maison. C'est un peu ça l'objectif de base. Donc du coup, de ce postulat-là, on a commencé à réfléchir comment est-ce qu'on pouvait préserver au maximum notre vie privée pour que quand on vienne travailler, on soit le plus épanoui possible. Du moins, essayer d'être le plus épanoui possible. Et on a mis pas mal de choses en place au studio. Donc depuis longtemps maintenant, on est en semaine de 4 jours par exemple. Donc on travaille du lundi au jeudi, ce qui nous laisse 3 jours de week-end. Donc c'est plutôt cool, ça fait 4 jours de travail, 3 jours de week-end, ce qui permet d'essayer de récupérer un espèce d'équilibre un peu plus sain à nos yeux. Et les gens font 32 heures mais sont payés 35. Donc ça permet aussi de redistribuer une partie de la valeur de ce qu'on gagne aux différents collaborateurs et collaboratrices du studio. On a la transparence financière qui est un point qui a été très important pour nous assez vite. Donc là-dessus, c'est la connaissance des salaires de chaque personne. Par exemple, un des exercices sur lequel on s'y prêtait avec toute la team, c'est de créer une grille salariale ensemble.
Donc c'était hyper cool. Donc il y a eu plusieurs réunions, on s'est retrouvés autour de la table. Chacun a pu apporter ses expériences, ses idées, etc. On a affiné tout ça lors d'un séminaire. Et puis il y a un mois, avec toutes ces idées-là, j'ai fait une proposition qui a été validée pour l'ensemble de l'équipe. On montre les bilans, on montre le prix des projets, combien est-ce qu'ils ont rapporté, etc. Donc voilà, on a essayé de pousser vraiment l'idée de la transparence. Voilà, et puis ça va être aussi sur des aspects, par exemple les congés menstruels. Donc pour les femmes du studio, elles peuvent prendre un jour par mois si elles ont des règles douloureuses, par exemple, ou une incapacité de travail. Donc en fait, on teste des choses avec tout le monde. On les valide ensemble et une fois que ça fonctionne bien, on les ancre dans l'entreprise. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et là justement, je rebondis un petit peu là-dessus parce que on a des entreprises à qui la semaine de 4 jours fait peur. On a notamment le fait de faire participer les salariés justement sur des décisions stratégiques en interne. C'est encore pire, d'où le fait de des fois même d'impliquer des salariés à recruter sur leur propre domaine. Dans le recrutement, c'est déjà la lune. Comment est-ce que ces engagements-là que vous avez pris ont, selon toi, eu un impact positif, y compris sur votre métier, sur vos propositions? Je pense que là, comme tu le sais, j'imagine que tu es au courant, l'industrie du cinéma d'animation et du jeu vidéo traverse une crise assez importante depuis 2 ans. Et c'est simple, je pense que si on n'avait pas mis en place ces éléments-là tous ensemble, je parle vraiment de l'ensemble des personnes de l'entreprise, il y a de grandes chances que l'entreprise on n'aurait peut-être pas passé l'année 2024. Donc ça a été une vraie force, le côté transparence, de pouvoir discuter avec eux des chiffres par exemple, que tout le monde soit à l'écoute, etc. Ça a permis de prendre des décisions communes qui font que ça nous a rendu assez forts. Donc déjà ça, je trouve que c'est hyper cool. Les autres choses qui sont très intéressantes, c'est que généralement on le voit pas parce que c'est pas quelque chose qui est quantifiable, enfin difficilement quantifiable, mais on a très très peu de départs dans l'entreprise. Donc ça veut dire qu'à chaque fois on n'a pas besoin de retravailler de la culture d'entreprise, de faire des recrutements, ça pourrait même aller plus loin avec des prud'hommes ou je ne sais quoi. On a des personnes qui se sentent bien au studio, qui sont à fond, du coup on a très 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 peu de départs. On va avoir très très peu de congés maladie. Alors ça veut pas dire que les gens sont pas forcément malades, c'est juste que déjà par exemple c'est bête, mais le vendredi il est off, donc ça veut dire que ça fait un jour de plus dans le week-end où on peut être malade. Donc on est moins impacté sur la semaine, faut le prendre en compte. Et surtout s'il y a des choses qui viennent nous impacter, on se dit on a 4 jours à faire, j'ai pu mieux me reposer pendant 3 jours, donc je suis plus frais pour aller au boulot, etc. Donc en fait il y a plein de petits aspects comme ça qui font que c'est aussi un avantage pour l'entreprise. C'est pas que un avantage pour le collaborateur ou la collaboratrice. Donc ça, c'est super intéressant, je trouve, de le notifier. Après, c'est pas parfait. La semaine de 4 jours a plein de défauts. On pourrait en parler si tu veux. Ça demande de se remettre beaucoup en question. Ça coûte de l'argent, évidemment, de mettre tout ça en place. Quand on fait des réunions plusieurs fois par semaine ou tous les 2-3 semaines avec l'ensemble de l'équipe pendant 1 heure ou 2 heures, ça a un coût. Donc voilà, je dis pas que c'est une solution miracle, je pense qu'il y a plein d'autres solutions qui peuvent très bien fonctionner, mais en tout cas pour moi ce que ça apporte vaut bien plus que les petits désagréments qu'il y a à côté. Oui, puisque tu parles de turnover, là pour le coup c'est vrai que en temps de formation, en temps d'adaptation, et puis c'est surtout en termes de recrutement, etc. Il y a quand même quelque chose, d'autant plus que vous allez avoir vraiment une compétence clé qui va se situer sur plusieurs domaines en même temps. Est-ce que justement, même si tu as conscience du coût que ça implique et de l'engagement aussi, à la fois moral, parfois émotionnel, de pouvoir s'impliquer en interne vis-à-vis des salariés, est-ce que justement toi ça te donne envie vis-à-vis du tissu montpelliérain de prêcher entre guillemets
pour cette paroisse-là, de présenter justement les résultats, comme on a pu le voir notamment sur des agences de com RSE dans certains réseaux, ou est-ce que justement toi de ton côté il y a plutôt l'idée de nous on s'organise comme ça, si ça inspire tant mieux, mais on va pas entre guillemets se mêler des organisations alentour? Ouais, bah c'est une super question. Pour l'instant, c'est plutôt le deuxième choix, parce que comme je dis, je pense c'est très complexe une entreprise, suivant la taille, suivant le type de boulot qu'on va faire, etc. Je pense qu'elles sont tous adaptables à quelque chose qui est plus RSE, peut-être qu'elles le sont déjà. C'est même une certitude, mais on a besoin de tester sur du long terme. En fait, je vais te donner un exemple. Je vais même 2 exemples si tu veux. Le premier, c'est la semaine de 4 jours. On a testé pendant un an, on a changé plein de fois le format, etc. Puis pendant un temps, on trouvait que ça marchait hyper bien, et que c'est très cool. Là, dernièrement, tu vois, on a des retours de certains collaboratrices qui vont nous dire, ben ouais, c'est cool, mais en fait, c'est cool aussi de bosser 5 jours et gagner plus d'argent. Ce qui est normal, on est en 4 jours semaine, même si on redistribue un peu d'argent, c'est pas du 39 heures ou quoi, donc par rapport à d'autres entreprises de l'industrie, faire 5 jours semaine, on gagne plus, ce qui est en soi logique, mais ça s'entend. Donc tu vois, quand je dis que c'était pas parfait, c'est des choses comme ça qui peuvent être intéressantes à déceler. Et en fait, pour répondre à ta question, je trouve que il faut quelques années de maturité pour commencer à arriver et dire je trouve que ce concept-là fonctionne vraiment bien, n'hésitez pas à le tester, tu vois. Donc, quand j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle, comme tu le fais là, tu vois, et avec plaisir, et moi je suis plutôt taqué derrière toutes ces... Alors innovation c'est un bien grand mot, mais en tout cas, on va dire mise en place qui sont plus du côté social que du côté pur business, on va dire, d'une entreprise. Peut-être d'ici quelques années, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire, mais c'est pas dans un plan pour tout de suite. Voilà. Justement, tu parles de l'avenir. Vis-à-vis de votre organisation, est-ce qu'il y a des choses que toi tu voudrais mettre en place pour compléter déjà les décisions managériales que vous avez prises? Ou est-ce que déjà tu veux, entre guillemets, sécuriser, stabiliser cette structure et comme tu disais, de gagner en maturité avant justement d'implémenter d'autres choses? Je pense que déjà on a touché les actes qui étaient les plus importants pour moi, à mes yeux, je pense. Donc ce qui va être transparence financière, la semaine de 4 jours, les congés menstruels et une certaine forme d'agilité dans toute notre organisation. Les horaires flexibles, le télétravail libre, ce genre de choses-là, tu vois. Donc ça, je pense que c'était un peu les piliers sur lesquels on avait envie de travailler. Maintenant, ce qui serait intéressant, alors on n'a pas prévu de grossir et de devenir gigantesque, c'est pas forcément le plan, mais à 15, déjà, c'est différent de 25, tu vois. Et est-ce que certaines règles qu'on a mis en place aujourd'hui seraient fonctionnelles si on était un petit peu plus nombreux dans la prise de décision? Par exemple, si je regroupe tout le monde pour discuter, quand on était 6, je pouvais le faire avec tout le monde. Aujourd'hui, les réunions, ça va être plutôt des petits groupes, puis ensuite on va rassembler les gens. Mais tu vois, on est obligé d'adapter. Si t'es 25, t'es 30, j'en sais rien. Est-ce que ça va pas changer certaines choses, tu vois? Donc ça, je sais pas trop. Donc peut-être qu'il y aura déjà des questions autour du scale. Et après, on commence à se questionner. Il y a quelques boîtes montpelliéraines dans l'animation 3D comme Nobody Studio et l'effet spécial qui sont en scope. Et comme on a des idées qui se rapprochent beaucoup de la scope, on se dit pourquoi pas un jour tendre plutôt vers ce type d'entreprise. Donc voilà, ça pourrait être un sujet dans les prochains mois, années. Et effectivement, avec une équipe que vous essayez de, entre guillemets, de maintenir, c'est-à-dire de pas grossir parce qu'il y a plus de projets, etc. Vous essayez d'abord je pense notamment aux nouvelles personnes étudiantes qui sortent des écoles et qui pour le coup, pour être attiré justement par ces formes-là finalement de quotidien professionnel. Toi, tu es sur l'ouverture de potentiellement récupérer des apprentis, des alternants, etc. et ensuite des employés, ou est-ce qu'au contraire, il y a une idée de voilà, ça c'est notre taille pour l'instant et ensuite on verra dans un second temps? Ouais, on est plutôt la deuxième option, dans le sens où, comme je t'ai dit,
comme et l'industrie, il y a une contraction du marché assez forte. Voilà, beaucoup de studios, on va dire qu'on est plutôt à sécuriser et à faire attention à notre développement, au choix des projets et pas monter en charge trop vite. Voilà, pour l'instant, on est plutôt dans une phase de consolidation, on va dire. Mais après, d'ici quelques temps, tu vois, j'en sais rien, je sais pas trop. Après, on aime bien passer voir les écoles, notamment Montpellier-Rennes, Artifix et l'ESMA notamment, parce qu'il y a des étudiants qui sont extraordinaires et qui sortent déjà des choses assez incroyables. Mais c'est vrai que là, on n'est pas dans une phase de recrutement assez vive. On est plutôt sur des choses à garder nos équipes et à voir un peu ce qui se passe à vue, quoi. Oui, je peux comprendre. Et une dernière question, ça va concerner justement ce qui se passe à vue. Là, actuellement, donc on a des projets qui sortent là en mars avec Trackmania, donc c'est le 8 mars. Est-ce que tu peux nous dire vers où on est censé regarder pour voir un petit peu votre travail à l'avenir? Donc on a Kern de The Game Bakers. Est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu es en capacité de au moins mentionner en fait l'existence? Eh ben, je pense pas. Je pense pas. Il y a 3-4 trailers qui sont en cours au studio. Kern, en fait, comme ça a été annoncé et qu'on l'a même annoncé nous sur nos réseaux, on peut en parler un petit peu, et qu'ils ont beaucoup communiqué sur le jeu, qui est d'ailleurs, ça va être de la tuerie ce jeu, je vous préviens. Et les autres projets, je peux pas encore en parler parce qu'ils ont pas du tout été annoncés. Si, je dis une bêtise, il y en a un qui sort, c'est Star Overdrive, justement, en plus de Dear Villager. Voilà, qui est un jeu qui est développé par un studio qui s'appelle Caracal. Voilà, une partie de l'équipe est italienne, si je dis pas de bêtises. Et ils sont édités par Dear Villager. Donc voilà, et on a déjà fait plusieurs trailers pour eux. Et le jeu sort début avril, si je dis pas de bêtises. Donc il y aura encore peut-être des petits trailers qui sortiront dans les prochaines semaines. D'accord, peut-être. J'aime beaucoup le peut-être. En tout cas, merci beaucoup Simon, ça a été très instructif et je suis très pressé de voir justement ces prochains trailers et de pouvoir tester ces jeux justement qui sont en approche rapide, on va dire. Ouais, franchement, il y a des trucs qui vont sortir là et ça va être très cool. Donc, vous pouvez nous suivre avec plaisir sur les réseaux sociaux ou sur le site internet. Voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Simon. Et puis j'espère à très bientôt sur un pixel près. Allez, à la prochaine, ciao. Donc ça, c'est une discussion qui mériterait d'être poussée. Et d'ailleurs, avec Simon, on en a discuté après l'émission pour potentiellement aller chercher un peu plus loin dans les détails de l'organisation. Comment est-ce que on peut gérer un imprévu? Comment est-ce qu'on va aller chercher la créativité avec cette idée justement d'organisation du travail? Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos retours. Pour le coup, vous avez la possibilité de communiquer avec Radio Clapas. Vous avez notamment le club des auditeurs et des auditrices. Donc n'hésitez pas, parce qu'effectivement, moi c'est un sujet que je trouve très intéressant et surtout qui nous permet de faire le lien entre les industries de l'image animée, et ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, c'est-à-dire que les personnes qui vont travailler dans l'animation de films, de séries 3D ne vont pas forcément connaître les gens qui travaillent dans le jeu vidéo, ne vont pas connaître les process et inversement, et donc c'est pas tous les jours qu'on peut avoir une entreprise comme ManiaFX qui est vraiment à la frontière entre les deux et qui en plus peut avoir justement des modes de fonctionnement qui peuvent être complétés. On avait déjà vu avec Duper Games dans un précédent épisode comment eux s'organisaient seulement en freelance et du coup avec des horaires libres tout en ayant justement des suivis de projet puisqu'il faut quand même réaliser les tâches. Donc c'est assez intéressant de voir comment ces entreprises-là fonctionnent parce qu'il y a peut-être des idées justement à appliquer sur d'autres secteurs et évidemment inversement. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, que cet entretien vous a plu et à très bientôt sur un pixel près pour justement de nouvelles créations et je pense de nouvelles méthodes.